Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les principaux titres de ce jeudi. L'annonce d'une représentation diplomatique du Togo à Darla. Le pays entend lancer le processus d'ouverture d'un consulat au Sahara occidental, la dernière des anciennes colonies africaines au statut non réglé que se disputent le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario. La dynamique interne des écosystèmes forestiers sous l'effet du réchauffement climatique, un massif forestier en forte baisse. Environ 2 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année sur le continent africain, focus à suivre sur le Nigeria. Les fédérations françaises et sénégalaises de tennis signent un protocole de coopération pour préparer ensemble les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. On ouvre ce journal par l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria, qui a choisi son candidat pour l'élection présidentielle de février 2023 et c'est Bola Tinubu qui remporte, et ce à une écrasante majorité, la primaire du Congrès des progressistes. Bola Tinubu, ex-gouverneur de Lagos, a été élu avec 1271 voix sur les 2300 bulletins dépouillés. Il faisait face à 23 candidats, dont l'actuel vice-président Yemi Osinbajo. Le choix est donc fait. Ainsi, Bola Tinubu affrontera entre autres en février prochain l'ancien vice-président Atiku Abubakar, désigné la semaine dernière à nouveau candidat du principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire. Dans l'enquête sur la mort du jeune Thierno Mamadou Diallo en Guinée, 4 policiers et un gendarme ont été interpellés. Thierno Mamadou Diallo, 19 ans, a été tué par balle le 1er juin dernier dans des heurts entre forces de sécurité et manifestants. Ces arrestations sont annoncées une semaine après le drame survenu en marge d'une manifestation contre la hausse du prix du carburant. L'identité des prévenus sera dévoilée prochainement, assure Alphonse Charles Wright, le président de la Cour d'appel de Conakry. Ces dernières années, de plus en plus de pays africains multiplient les gestes diplomatiques envers le Maroc dans sa quête de souveraineté sur le Sahara occidental. Parmi ces gestes, l'ouverture de consulats sur ce territoire disputé. Le Togo est le dernier pays en date à en faire l'annonce, une ouverture prochaine d'une représentation diplomatique dans la ville de Darla, la capitale économique des provinces du Sud. Séverin Douque. Le Togo compte renforcer sa coopération avec le Maroc par l'ouverture très prochaine d'un consulat à Dakhla. L'annonce a été faite mardi 7 juin 2022 par le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, Robert Doucet, au terme d'un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge de la première réunion ministérielle des pays africains de l'Atlantique. Le Togo va ouvrir à Dakhla son consulat. Un consulat général pour montrer, attester encore une fois de plus le lien très fort entre Sa Majesté le Président de la République togolaise et le niveau de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République togolaise est un niveau très élevé. Une décision qui vient attester de la qualité des relations entre les États, dont les fruits sont palpables sur les plans politiques, économiques, mais aussi académiques. Une exemption de visa sera effective durant les 10 prochaines années, facilitant la circulation de personnes entre les deux pays frères, et le nombre de bourses d'études offertes aux étudiants togolais pour leurs études au Maroc, revu à la hausse, soit de 80 à 150 par an. Nous sommes également d'accord sur l'engagement de discussion pour la signature prochaine d'un accord d'exemption de visa pour les Togolais. La dimension humaine est fondamentale dans nos relations et donc cette exemption de visa s'inscrit dans ce cadre-là, au même titre que la formation. Et c'est pour cela qu'il a été décidé d'élever le nombre de bourses données par l'Agence marocaine de coopération aux étudiants togolais de 120 à 170.
ajouter 50 bourses supplémentaires. Les deux parties ont convenu de tenir à Rabat dans un délai à définir la première session de la commission mixte de coopération maroco-togolaise. Les agences des Nations Unies continuent d'alerter sur les conséquences de la hausse des prix des produits, notamment alimentaires, provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une flambée des prix qui aggrave la crise alimentaire en Afrique où des dizaines de millions de personnes étaient déjà plongées dans l'extrême pauvreté. C'est le cas notamment au Zimbabwe où le tiers de la population est confronté à une grave insécurité alimentaire. C'est un sujet de la rédaction. Dans cette boulangerie de Harare, Mavis Chijokwe est en train de mélanger des ingrédients devenus rares et chers aussi. Le Zimbabwe, autrefois connu comme étant le grenier à blé de l'Afrique, a désormais du mal à nourrir sa population. Une situation qui certes ne date pas d'hier, mais qui s'est en revanche aggravée ces derniers mois en raison de la guerre en Ukraine, qui a provoqué une flambée des prix mondiaux, notamment des céréales ou encore des huiles. Ces derniers temps, il y a une pénurie de graisse de cuisson. Celle que nous avons vient principalement d'Afrique du Sud et la majeure partie de l'huile est fabriquée localement. Mais elle a également augmenté à cause de la guerre en Ukraine et du coût du carburant. Ce sont quelques-uns des problèmes majeurs. L'offensive russe perturbe la navigation dans la mer Noire, limitant alors les exportations de la Russie et de l'Ukraine vers les marchés internationaux, y compris vers l'Afrique. Au Zimbabwe, l'inflation annuelle a bondi de 96% en avril, contre 61% en janvier, dans ce pays où près de la moitié des 15 millions d'habitants survivent avec moins de 1,90 $ par jour. Cette habitante de la capitale ne parvient plus à faire face à l'envolée des prix. Désormais, vous pouvez passer 7 jours sans manger de viande, sans prendre 3 repas par jour. Donc c'est vraiment difficile, surtout pour une famille qui ne vit que du salaire de base. Le conflit en Ukraine ne fait qu'aggraver une situation déjà désastreuse. Dans ce pays en proie à une grave crise économique depuis les années 2000. Mais avec la guerre qui se poursuit à l'autre bout du monde, ce sont désormais plus de 5 millions de Zimbabwéens, soit près d'un tiers de la population, qui se trouvent victimes de la faim. Une déforestation massive et inquiétante en Afrique. Sur le continent, près de 2 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. La lutte contre les changements climatiques met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des différents gouvernements. Illustration au Nigeria dans ce sujet de Robin Lozano. 1 140 000 hectares, c'est la surface de forêt ayant disparu au Nigeria entre 2001 et 2021. Cela équivaut à 11% de sa couverture forestière initiale. Cette déforestation a engendré l'émission de 587 millions de tonnes de dioxyde de carbone, selon Global Forest Watch, plateforme de surveillance des forêts mondiales en temps réel. L'État d'Ondo, dans le sud-ouest du Nigeria, fait face à une exploitation forestière illégale sans précédent, ce qui rend difficile la vie des habitants des villages situés au cœur de la forêt. Avant ce business d'exploitation forestière, c'était différent. Nous pouvions abattre plus de 15 arbres au même endroit, mais maintenant, si nous parvenons à trouver 2 arbres, c'est une bénédiction. Pour que les Nigérians retrouvent la verdure d'antan, il va falloir agir. Durant la COP15 ayant eu lieu début mai à Abidjan, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a informé de la création d'un fonds national destiné à la reforestation des forêts du territoire. Ce budget est une avancée environnementale, mais il pourrait s'avérer insuffisant face à la rapidité à laquelle les arbres sont abattus dans le pays. Au moins 300 millions d'arbres sont coupés ou perdus chaque année dans ce pays. Nous devons donc planter 300 millions d'arbres par an pour compenser et nous abattons ce nombre d'arbres depuis de nombreuses années. Cela vous donne une idée de l'énormité de la tâche qui nous attend. Cette crise écologique au Nigeria engendrerait également une crise sociale. Des liens ont en effet été observés entre la déforestation et l'augmentation de la pauvreté dans le pays.
Rappelons qu'environ 90 millions de Nigérians vivent sous le seuil de pauvreté, soit un peu plus de 4 personnes sur 10 selon la Banque mondiale. Le Salon international de l'édition et du livre, ouvert depuis le 2 juin, se poursuit à Rabat au Maroc. La littérature africaine est la thématique retenue pour cette 27e édition. Sur place, 128 activités culturelles et des centaines d'intervenants et d'experts du monde de l'édition. Séverin Douqueux. Le 27e Salon international du livre, après 2 années d'absence, a réouvert ses portes à Rabat au Maroc le 2 juin 2022. Cette édition se veut exceptionnelle, 55 pays du monde y participent avec 18 maisons d'édition africaines. L'Afrique est à l'honneur à cet événement où les questions de perspective d'avenir du continent et de la contribution de la littérature à la reconstruction des identités des jeunes Africains et au développement de la tolérance sont en débat. L'Afrique en toutes lettres, titre du pavillon d'honneur, est tout évocateur. Ce n'est pas les ventes qui sont les plus importantes ici, mais ce qu'on trouve comme expérience, ce qu'on donne aussi en retour comme expérience. On n'a pas une telle effervescence autour du livre en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas autant d'engouement, autant de publics qui viennent du matin au soir pour voir les livres, pour sentir les livres, pour vivre les livres. C'est un peu cette expérience que nous venons acquérir et par la même occasion plaider pour la lecture au niveau continental. Avec plus de 100 000 titres enregistrés, 2 millions d'exemplaires pour 700 exposants venus de tous les continents, ce rendez-vous, reflet de la richesse et de la diversité du monde de l'édition, vise surtout à valoriser la diversité des œuvres écrites, renforcer les habitudes de la lecture, gage d'une société cultivée et émergente, et donc rappeler qu'au-delà de la pensée, il faut penser. C'est un salon d'envergure et c'est aussi un brassage culturel. Ça permet à toutes les cultures de se rencontrer. Et à ce salon-là, l'Afrique est à l'honneur. Cela permet au livre de voyager. Parce que le livre voyage déjà par sa lecture, mais là maintenant le livre lui-même se déplace. C'est aussi un avantage pour appeler la population à la lecture, également à s'intéresser davantage au livre. Et c'est vraiment important, car le livre, c'est vraiment l'essence de la vie. L'événement qui court jusqu'au 12 juin 2022 offre aux poètes, écrivains, libraires et autres distributeurs de communier avec les nombreux amoureux du livre pour faire valoir la force de cet outil de développement pluridimensionnel. Sport avec le rapprochement entre la France et le Sénégal dans le domaine du sport, avec ce nouveau partenariat entre fédérations sportives. Il s'agit d'un protocole de coopération signé entre les fédérations françaises et sénégalaises de tennis afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires et conjuguer aussi leurs efforts dans la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, puis des Jeux de la jeunesse de Dakar prévus en 2026. José Douglas. Au cours de ce tournoi de Grand Chelem, le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton, et son homologue sénégalais, Issa Boup, ont signé un protocole de coopération pour préparer ensemble les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 et soutenir l'essor du tennis au Sénégal. C'est une académie que nous voudrions bâtir avec des cours de terre battue. C'est extrêmement important quand on sait qu'au niveau du Sénégal aujourd'hui, on n'a pas un seul cours en terre battue. Il y avait eu le centre de formation qui était au Sénégal. Et dans ce centre de formation, les joueurs que nous formions exerçaient sur du dur et à chaque fois qu'ils sortaient pour des compétitions, ils se faisaient battre au premier tour. Un protocole qui court jusqu'au 31 décembre 2026 et repose sur un échange d'expertise dans les secteurs de la formation au métier du tennis et de l'événementiel. Il a aussi pour but le développement du tennis comme levier d'accès à l'éducation, à la parité et à la santé. Au niveau du Sénégal, effectivement, il y a un projet avec les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Il y a un besoin d'aider, mais d'aider aussi peut-être d'apprendre pour nous un certain nombre de choses. Et donc ce sera un échange aussi avec nos clubs, avec des licenciés, avec des pratiquants. Dès cette année 2022, la Fédération française de tennis mettra à la disposition de la Fédération sénégalaise l'ensemble des contenus de formation du LIFT, l'Institut de formation du tennis de la Fédération, pour partager son savoir-faire en matière de sélection et d'entretien de la terre battue pour l'Académie de Diamniadio qui accueillera les épreuves de tennis des JOJ 2026.
Elle formera aussi des arbitres et des ramasseurs de balles sénégalais et apportera son appui à la structuration d'une filière de haut niveau. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.